100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci de garder votre position. Plus de participation des responsables des centrales et confédérations syndicales aux activités du CNDS, le cadre national de dialogue social. Un mot d'ordre des 6 centrales et confédérations syndicales, CSA Bénin, CGTB, COSI Bénin, UNSTB, CSUB et CSPIB, toutes signataires de la Charte nationale du dialogue social, pour annoncer les couleurs de cette prise de position des plus tranché le boycott à l'unisson vendredi dernier de la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social, et ce, juste à l'ouverture des travaux. Un boycott pour protester contre ce qu'il qualifie de parodie de dialogue social. Au gouvernement, il a notamment reproché la violation permanente de la charte du dialogue social et le manque de considération à l'endroit des partenaires sociaux. Entre les deux parties, c'est le désamour, peut-on affirmer. S'achemine-t-on alors, mesdames, messieurs, vers une crise entre gouvernants et partenaires sociaux? Quelles sont les marges de manœuvre possibles de part et d'autre pour éviter un éventuel clash? Le débat, nous le ferons dans quelques minutes autour du thème boycott des travaux du CNDS par les responsables syndicaux. Un faux fuyant aux preuves d'un dialogue social en souffrance au Bénin. De regard extérieur à la crise, mais très averti de la situation pour les éléments d'appréciation qui s'imposent. Mais avant de les retrouver, la revue de presse. Déjà en position pour le point de la une des journaux à nous parvenus ce jour, il a non Kodovi à Métonou. Kodovi à Métonou, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et comment on se porte ce matin? Oui, la presse très bien, même si on n'a pas la quantité, ce matin on a la qualité et l'information aussi très riche. Je ne parle pas de la presse, je parle d'abord de vous. C'est le 19 du mois de décembre, quelques jours encore et ce sera à la fin, adieu au mois de décembre. Oui, c'est bien cela. Et tel que institué par le calendrier grégorien, on doit pouvoir donc passer une nouvelle année. Mais est-ce que ce changement d'étape participe du changement de dimension? C'est aussi ça, il faut réfléchir. Ah oui, il faut le dire. Kodovi Métonou, c'est un grand spiritualiste, en tout cas, et il y croit. Et Kodovi Métonou, c'est un plaisir de vous savoir. Beaucoup d'optimisme, il le faut pour embrasser positivement avec, dit-on, beaucoup de grâce la nouvelle année. On y est déjà. Je vous laisse, pour ceux qui nous réunissent ce matin, l'essentiel de la une des journaux. Voilà. On peut donc démarrer avec votre permission le journal La Dépêche qui met en grand titre comparution ce jour de Laurent Métognon et consorts. Eh bien, le procès de tous les enjeux, constate donc le journal La Dépêche. La nouvelle tribune, non-lieu prononcé dans l'affaire PPEA 2. Le juge Azor rattrapé par son histoire, son indépendance et son impartialité remise en cause. Et puis, radiation du capitaine Trekbo, la CSTB rejette une mesure insensée. Le journal L'Afrique en marche, affaire CNSS, Laurent Métognon et compagnie comparaissent ce jour. Eh bien, les critiques contre le juge Rodolphe Azor, une raison donnée à la rupture pour repousser le procès, écrit donc l'Afrique en marche. Et puis le journal Le Confrère de la matinée, après les épreuves d'arrestation et d'asphyxie économique, Sébastien Ajavon, bientôt objet d'un autre coup bas, écrit donc le journal. Et puis, 3e congrès de l'AIPS, bien sûr l'Association internationale de la presse sportive, eh bien, sondé Félix Pépéripe, réélu trésorier général de l'institution, la reconnaissance de la valeur exceptionnelle. Le journal Matin Libre, cette fois, les îles pour échapper à la justice. Après Talon, la légende suit son cours. Et puis, affaire CNSS, BIBE, pourquoi Métognon et compagnie recusent le juge Azor. Et puis, le journal Point Média, à procès, affaire CNSS, le juge face à sa conscience, s'exclame le journal. Le bâtonnier d'Etiennou est-il en mission pour Djogbenou? C'est une interrogation. Et puis, 2e congrès de l'AIPS à Nairobi, Félix Sondé Pépéripe, honoré Joël Yetoji. Merci, Kodovi. À maintenant, il est revenu plus d'une fois le nom Laurent Métognon dans l'affaire CNSS. Il paraît que l'interrogation de l'Afrique en marche a trouvé réponse. Je vais lire ici les critiques contre le juge Rodolphe Azor, une raison donnée à la rupture
pour repousser le procès et on l'a appris à l'instant même, le procès a été repoussé. Oui, le procès a été repoussé ici, à moins que je me trompe, jusqu'au 30 janvier. Pas, c'est jusqu'au 30 janvier, effectivement, les mises en cause le 27 novembre ont déjà adressé une requête dans laquelle ils demandent que le juge en charge du dossier ne puisse pas véritablement figurer dans ce dispositif, dans la mesure dans la mesure où il lui est reproché une certaine promiscuité avec le pouvoir et qui plus est le ministre en charge de la justice qui peut donc éventuellement influencer, je ne sais pas, ce procès. De toutes les façons, peut-être que c'est effectivement, comme l'avait dit, une manœuvre pour le pouvoir déjà sous pression sociale dans ce dossier et qui cherchait déjà des portes de sortie. Bien sûr, une excuse toute trouvée pour pouvoir donc repousser ce projet, histoire de gagner davantage du temps. Et que pour quelques réactions ici que je partage avec vous, beaucoup s'interrogent pourquoi jusqu'au 30 janvier pratiquement 2 mois pour les mises en cause. Oui, mais c'est comme je vous l'ai dit, il y a déjà une pression sociale sur le gouvernement dans cette affaire et mieux, c'est quand même un tremplin aujourd'hui puisque on ne le dira pas, on ne l'affirme pas ici, mais le pouvoir n'a pas intérêt à voir Laurent Metognon libre parce que c'est un activiste syndical que vous connaissez très bien qui chaque fois, dans ses sorties, critique le gouvernement. Aujourd'hui, le voit en prison. Je crois que ça ralentit un peu l'ardeur de Front pour le sursaut patriotique. Donc, si le pouvoir peut, à travers donc, ce truchement, le garder un peu plus davantage loin de ses militants, je crois qu'il ne va pas quand même s'en en priver. Hein. Ah oui, à l'ombre, c'est mieux que dehors, libre de ces mouvements. Quand je viens à Métonou, j'ai senti qu'il y a un autre sujet qui vous brûle les lèvres, mais on m'informe de l'autre côté qu'on ne pourra pas continuer. On va se donner plutôt rendez-vous demain. Peut-être qu'on ne reviendra plus, jamais sur ça. De toutes les façons, on en parlera tôt ou tard. On en parlera tôt ou tard, c'est sûr. Quand je viens à Métonou, merci à vous, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour cette rubrique, la une des journaux, l'instant revue de presse. On se dit à demain pour une autre tribune. Merci et à très bientôt. 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci de garder votre position. Plus de participation des responsables des centrales et confédérations syndicales aux activités du CNDS, le cadre national du dialogue social. Un mot d'ordre des 6 centrales et confédérations syndicales, CSA Bénin, CGTB, COSI Bénin, UNSTB, CSUB et CSPIB, toutes signataires de la Charte nationale du dialogue social. Pour annoncer les couleurs de cette prise de position des plus tranchées, le boycott à l'unisson vendredi dernier de la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social, et ce, juste à l'ouverture des travaux. Un boycott pour protester contre ce qu'il qualifie de parodie de dialogue social. Au gouvernement, il est notamment reproché la violation permanente de la charte du dialogue social et le manque de considération à l'endroit des partenaires sociaux. Entre les deux parties, c'est le désamour, affirme-t-on de part et d'autre. Alors, s'achemine-t-on vers une crise entre gouvernants et partenaires sociaux? Quelles sont les marges de manœuvre possibles de part et d'autre pour éviter un éventuel clash? Le débat, nous le ferons, mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, et ce sera autour du thème boycott des travaux du CNDS par les responsables syndicaux. Un faux fuyant ou preuve d'un dialogue social en souffrance au Bénin. De regard extérieur à la crise, mais très averti de la situation pour des éléments d'appréciation. À ma gauche, Jules-Léandre Kitty, homme des médias, il est chroniqueur politique. Jules-Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci de nous rejoindre. C'est moi. En face de vous, pour l'instant débat, Patrick Aman-Poyon, coach en politique de développement, gestion de crise. Avec lui, nous apprécierons les possibles voies de sortie de crise. Patrick Aman-Poyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Entre les partenaires sociaux et le gouvernement béninois, plus rien ne va. En pleine session extraordinaire, les responsables des centrales et confédérations syndicales ont à l'unanimité claqué la porte au dialogue social. Ils n'y croient plus. Mais que reproche-t-on exactement à l'exécutif
Avec la complicité de la régie, nous allons sans nul doute écouter tout à l'heure l'un de ses responsables, Noël Chadaré en l'occurrence. Mais avant, nous allons donner rapidement la parole à nos invités pour recueillir déjà la première réaction à l'annonce de ce boycott qui n'était pas prévisible. Léandre Kitty, le boycott des confédérations, comment vous l'observez? Eux qui ont vraiment cru à ce qui avait commencé très bien, alors que la CSTB, dès l'entame déjà, a dit c'était pas la peine d'aller au dialogue avec le gouvernement. Je voudrais d'abord dire que dans l'absolu, que les partenaires sociaux et le gouvernement ne puissent pas s'asseoir pour parler, ne puissent pas se supporter, c'est quelque chose de pas très intéressant. Mais ce n'est pas surprenant non plus, ils ne sont pas non plus en discussion pour s'entendre sur tout. Ils ne sont pas là pour s'embrasser. Donc, des cas de boycott ou des cas où on claque la porte, ça peut arriver. Ce n'est pas la porte fermée complètement au dialogue. Certainement que les deux parties s'envoient un message, notamment dans le cas d'espèce, les partenaires sociaux qui disent au gouvernement, vous savez très bien ce que vous devez faire pour que nous revenions discuter entre responsables. L'inquiétude que je commence déjà par avoir, qui devrait faire réfléchir très tôt les différentes parties, surtout le gouvernement et la société civile ou toute autre personne, et je suis heureux d'avoir en face de moi un spécialiste de la gestion des crises, pour que la réflexion se mène. C'est quoi? C'est que c'est dans un cadre formel institué pour discuter. Ça veut dire que si on en est arrivé dans l'organisation sociétale à des cadres du genre, c'est parce que on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire confiance à la conscience de chaque parti pour dire nous allons faire parler notre bon sens, notre attachement à la pensée positive, pour qu'on sache qu'on doit parler sincèrement, pour qu'on sache qu'on doit se faire confiance. Mais là, quand le cadre formel institué, pour qu'arriver là, chacun ait ses droits et ses intérêts garantis, n'est plus capable de nous contenir, de nous amener chacun à respecter les règles, ne serait-ce que dans la forme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal. Ça veut dire que l'entretien de la machine institutionnelle mise en place pour que nous puissions nous parler, pour que le vivre ensemble, pour que la réflexion sur le devenir de notre pays se fasse, ça veut dire qu'il y a un problème et il va falloir peut-être approfondir pour voir est-ce que ce cadre-là fonctionne comme cela se doit, parce que c'est comme toute rencontre, hein, même dans la diplomatie, à l'international, vous savez, il y a toujours des techniciens, des spécialistes qui travaillent, qui balisent le terrain. Ça devrait être le cas, même dans ce microcosme-là. Il devrait y avoir des gens qui préparent. Si c'est là où, vous savez, c'est arrivé dans ce pays où partenaires sociaux et gouvernants ne se sont pas entendus simplement parce qu'un chef d'État a cru devoir demander à un syndicaliste enlever le chapeau pour me parler. Ce n'est que ça. Ou bien la manière dont, vous voyez, on est sur un plateau, la manière dont vous nous avez disposé en communication et en gestion des relations interpersonnelles, ça a un sens. Si vous me mettez plus bas que M. Poyon, à côté de lui, où il a la possibilité de me taper sur la tête, et vous dites qu'on veut faire un débat contradictoire, vous me positionnez devant les téléspectateurs comme un sous-homme, en tout cas dans l'absolu plus petit que lui. Et donc, à partir de ce moment, ça n'a l'air de rien, mais on n'a pas idée de ce que de petits détails, je ne suis pas allé dans la salle, mais de petits détails peuvent amener les gens à ne pas s'entendre. Si, par exemple, dès l'introduction, un représentant du gouvernement se permet, par exemple, de ne pas respecter les règles protocolaires de bienséance pour présenter les gens, ou qu'il s'adresse aux gens avec beaucoup de désinvolture. Je ne sais pas si ça a été le cas, j'émets des hypothèses. Ça peut amener des responsables syndicaux à se retirer. Mais dans l'absolu, oui, je le répète, c'est inquiétant, c'est préoccupant de savoir que même dans le cadre formel institué pour discuter, puisque discussion est nécessaire, si on ne peut pas être contenu dans cette moule-là, il y a problème, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir, c'est à raison, mesdames et messieurs, qu'on est sur ce plateau, oui, côte à main pognon. Le cadre institutionnel, on n'a pas pu voler en éclats, ce n'est pas souhaitable, mais oui, la réalité est là. Ce cadre n'arrive plus à contenir les partenaires pour que le dialogue attendu puisse se faire. Ce cadre ne pouvait pas contenir. Ne pouvait pas. Ne pouvait pas. Péremptoire, vous êtes. Non, ne pouvait pas. Et pourquoi donc? Je vais vous expliquer. Les représentants du gouvernement ont des tâches à discuter et à exécuter avec les autres. Mais ils n'ont ni l'autorité ni le pouvoir pour exécuter ces tâches. Voilà pourquoi les résolutions ne sont pas appliquées.
Le chef de l'État lui a confié une mission, mais il ne lui a donné ni l'autorité, ni les pouvoirs nécessaires pour exécuter. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est pas pour rien que vous avez vu qu'aucune négociation ne marche. Et que ça ne marche que lorsque ça arrive au chef de l'État lui-même. Parce que lui, il a l'autorité et le pouvoir nécessaire pour exécuter des choses. Si les collaborateurs du chef de l'État ont une tâche, lorsque vous confiez une tâche à quelqu'un, c'est de B à bas du leadership. Lorsque vous confiez une tâche à quelqu'un et que vous ne lui conférez pas l'autorité et le pouvoir nécessaire pour exécuter la tâche, il ne peut pas. Il ne peut pas. Un exemple très simple. Je confie à un collaborateur la gestion de salle. Donc quand nous avons une manifestation, c'est lui qui gère la salle. Il est colonel de l'armée. Donc tout le monde allait dire, en tant que colonel de l'armée, c'est facile, il va arriver là-bas et tout. Mais si je ne lui donne pas l'autorité, le pouvoir nécessaire, il va arriver là-bas, il va dire, toi, assois-toi là. Le gars va lui dire, nous avons le même patron. Tu n'as pas à me dire là où je vais m'asseoir. Donc il est important que je puisse dire, j'ai confié telle tâche à telle personne et je lui ai donné l'autorité nécessaire pour donner les ordres. Et quand ces ordres ne sont pas exécutés, le pouvoir nécessaire pour sanctionner. Ce n'est pas le cas. Parce que regardez, des deux côtés, il y a des syndicalistes. Vous croyez que des syndicalistes vont se retrouver, ne vont pas s'entendre? Ce n'est pas dans la salle. Ce n'est pas dans la relation qu'ils ont. C'est dans les pouvoirs qu'ils ont. Les syndicalistes sont investis d'autorité de pouvoir de la base pour discuter. Mais les représentants du gouvernement ne sont pas investis de l'autorité du pouvoir nécessaire. Quand on prend pour CNHU, mais vous voyez, on est arrivé chez le chef de l'État, on a entendu les mêmes choses que le ministre a dit, que les ministres ont dit, mais les syndicalistes sont applaudis parce qu'ils ont vu que le chef d'État, lui, il a le pouvoir d'exécution de ce qu'il dit. Or, les ministres, ils parlent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Donc, c'est pour dire, le chef de l'État doit comprendre que pour que les ministres l'aident, pour que ses collaborateurs l'aident, pour que ses représentants dans le dialogue social l'aident, il doit leur conférer l'autorité, le pouvoir nécessaire pour que, au finish, ils atteignent l'objectif qu'il a fixé, mais qu'ils aient la possibilité de déplacer les lignes pour pouvoir atteindre cet objectif. Déjà un plaidoyer avant le contenu de ce qui fâche fondamentalement. Pour l'essentiel, nous avons tendu notre micro au secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré. Donc avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir le suivre. Les réformes, on devrait consulter les travailleurs. Vous avez écouté le chef de l'État quand il a reçu les travailleurs du port. C'est selon ce qui se dit, et aussi bien par le chef d'État que ses ministres, c'est qu'on n'a pas besoin de nous consulter pour des réformes qui doivent être faites pour les travailleurs, pour la population. Parce au motif qu'on a été élu. Je ne sais pas si dans un pays, ça se passe comme ça. L'exemple de la France est là, puisque nous faisons toujours référence à la France. Le président Macron, quand il a voulu changer, quand il a voulu prendre les ordonnances sur le plan social, les lois, enfin sur le code du travail, ces ordonnances-là, mais avant d'aller à cela, il a pris soin de rencontrer tous les secrétaires généraux de toutes les centrales, un à un. Et après, il a confié le dossier à son ministre, son premier ministre, qui a fait la même chose, qui a échangé, et a pris les avis avant de sortir quelque chose. Et qu'on a envoyé à ces centrales-là, qui ont encore fait des observations. Mais ça, c'est un respect pour les partenaires sociaux. Ici, on n'a pas ce respect. Autant nous avons œuvré pour qu'il y ait la rupture. Ça, le président l'a reconnu quand il nous a rencontrés. Nous avons œuvré pour qu'il soit là. Mais quand il est là, le pouvoir qui est là doit pouvoir nous respecter. Le dialogue, c'est la concession de part et d'autre. C'est gagnant-gagnant. Si nous sommes dans un partenariat où on sent que ce n'est pas gagnant-gagnant, on a signé la charte pour que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Si à partir du moment où on fait le constat que ce n'est pas gagnant-gagnant, il vaut mieux arrêter. Dans les tout prochains jours, vous l'avez constaté, nous avons stoppé, nous avons dit que nous n'allons plus aux différents cadres où il y a les négociations, le CNT, la commission mixte paritaire, la commission permanente de négociation et tout ça. C'est un signal que nous faisons pour dire au pouvoir du président Talon de revoir sa copie et de comprendre qu'on ne peut pas continuer de dialoguer comme ça. Le dialogue est improductif, donc il faut réagir. On attend une réaction dans les prochains jours du pouvoir.
S'il n'y a pas de réaction, nous, on va constater que ce signal qu'on a envoyé, il n'a pas été perçu, bien compris, bien décrypté. À partir de ce moment, vous allez constater qu'il y aura d'autres actions. Je ne pourrais pas dévoiler la batterie ici, mais quand il n'y a pas de dialogue, il reste quoi? Ces gens ne sont pas prêts à dialoguer, d'ici Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, du mépris, dit-il, et en Kitty, pour les partenaires sociaux. Oui, du mépris pour les partenaires sociaux. Je voudrais que vous permettiez, avant de réagir sur l'élément qu'on vient de suivre, je vais essayer de garder mon esprit en place. Monsieur Pognon disait quelque chose tout à l'heure et on est en phase sur l'exemple trouvé. Vous savez, lorsque les syndicalistes du secteur de la santé étaient en grève, ils ont mis du temps, c'est-à-dire que des responsables, des ministres, plusieurs ministres les ont rencontrés plusieurs fois. Ils retournent, ils disent, mais on vient, on dit on veut discuter, les ministres viennent, ils disent voici nos propositions, ils s'en vont, ils vont à l'Infosec, ils font une conférence de presse pour dire le gouvernement a joué sa partition. Ça nous énerve. En négociation, je ne sais à quelle norme ça répond. C'est-à-dire que si je vais en négociation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts que moi, ils en veulent, les travailleurs. Moi, je veux en donner, je n'ai pas beaucoup de possibilités. J'ai besoin de donner à compte-gouttes. Mais j'ai besoin quand même que mon vis-à-vis ait l'impression que je le considère, qu'il ait envie de parler toujours avec moi. Parce que qu'il ne parle pas du tout avec moi me met en difficulté dans ma gouvernance, dans ce qu'on appelle le contrat social, et ça me met en difficulté avec les institutions internationales qui ont un regard assez poignant sur la manière dont le rapport gouvernant-travailleur se mène dans le pays. Alors, lorsqu'on gère de cette façon, et lorsque les travailleurs disent, finalement, c'est le chef de l'État que nous voulons rencontrer, et à 72h48 de cette rencontre-là, le ministre de la Santé monte au créneau et dit, je ferai faire des défalcations. Il remet de l'huile sur le feu. On va rencontrer le chef de l'État. Moi, j'ai été scandalisé de me rendre compte que et travailleurs et chefs de l'État s'étonnait de savoir qu'il y avait possibilité d'influencer encore le rapport de la commission qui réfléchissait sur les réformes dans le secteur de la santé. Parce que pour les travailleurs, ils se disaient, ce que les ministres nous disent là, c'est que nous, on n'a plus rien à dire. Les réformes, la carotte est cuite, les carottes sont cuites, et ça va être mis en œuvre comme ça. Et j'entends des gens dire, monsieur le président, nous on ne savait pas que c'était comme ça. Le président dit, mais écoutez, moi j'ai mis même sur pied une commission de relecture du rapport. Comment se fait-il que pendant des mois, des ministres de la République et un ministre de la Santé qui est un médecin, donc il est dans sa matière, mais lorsque le chef de l'État est élu, il forme un gouvernement, c'est qu'il délègue une partie de ses prérogatives à un spécialiste dans un domaine pour l'aider à mettre ça en œuvre. Alors, si le problème, oui, c'est-à-dire qu'on arrive devant le chef. C'est comme si, je ne suis pas pour que le premier niveau de discussion, là, le chef de l'État vienne se pointer devant les partenaires sociaux, non. Mais il y a un problème du poids ou des prérogatives, du pouvoir qui est donné au ministre qui va en négociation. Je ne vais pas être péremptoire comme M. Pognon pour dire que ce n'est pas possible, que le chef de l'État n'a pas donné le pouvoir. Je n'étais pas dans la salle. Mais je me rends compte que si j'ai des exemples, sans être dans le secret des dieux, lorsque j'ai des exemples qui montrent que celui qui est en face de moi, une fois, deux fois, les juristes parlent de jurisprudence. Si une fois, deux fois, celui qui est en face de moi, quand il me parle, sa parole ne pèse pas. Enfant, on dit béton rounois. C'est-à-dire, quand c'est le cas, c'est qu'au finish, je le regarde, soit je vais devant lui, je suis prêt à ce qu'on fasse le spectacle un peu, et après, je demande à voir le chef. Et quand on voit le chef, je sais qu'au moins là, je sors avec ce que lui me dit là. Je peux m'en tenir à ça. Si ça me satisfait, je dis je l'ai obtenu. Si ça ne me satisfait pas, je crie comme je peux crier. Donc, il y a un problème. Et pendant ce temps, tout le monde, y compris les médias, y compris les journalistes, passait le temps à soit se ranger du côté du gouvernement pour dire que les travailleurs du secteur de la santé sont des apatrides, c'est des tueurs. D'autres personnes étaient là pour crier tous les jours, non, il faut donner tout ce que les agents de santé demandent, sans savoir si le gouvernement peut donner. Donc, il y a un problème dans le management de
ce rapport-là, je ne demande pas à ce que le gouvernement, le chef de l'État, donne tout son pouvoir à un ministre. Mais ce que le gouvernement... le problème, c'est quoi? C'est que le gouvernement, avant d'aller en discussion avec les gens, avec les partenaires sociaux, discute, c'est des dossiers qui vont en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé, par exemple, pour le cas qu'on est en train de prendre comme exemple, il étudie le dossier avec ses cadres. Il vient, il dit, Monsieur le Président de la République, cher membre du gouvernement, cette situation qui se présente là, je trouve que c'est pertinent. Le premier niveau, c'est de savoir le problème que les gars posent. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le plateau technique au niveau du secteur de la santé... que rien de tout cela ne s'est fait. Si ce travail est fait correctement et que des propositions sont faites en Conseil des ministres discutées, le chef de l'État use de sa voix prépondérante et dit, voici, vous qui êtes membre de mon gouvernement, voici ce que mon gouvernement peut faire. Ça veut dire que dans les négociations, tout ce que vous pouvez promettre, ça ne doit pas dépasser tel niveau. Et dans le gouvernement, je reconnais, j'accorde de crédit à tous les membres appelés au gouvernement, tous les cadres appelés au gouvernement par rapport à leurs compétences. Mais je pense que dans toutes les nations, il y a ce qu'on appelle les cercles de qualité. Il y a des experts qu'on appelle sur certaines questions pour aider les ministres à manager ça. On peut avoir dit dans les documents, voici les propositions pour régler la question. Mais comment on gère même la discussion? C'est-à-dire que le contexte actuel, vous voyez ce que M. Chadaré a dit tout à l'heure pour revenir à ça, tout ce qu'il est en train de dire, c'est des frustrations qui ont été accumulées pendant un temps. Mais ce qu'on a oublié, le contexte dans lequel cette discussion, dans ce cadre formel-là, doit se mêler maintenant, j'ai l'impression que personne n'en tient compte. Nous sommes dans une situation où ces syndicalistes-là, ils vont vous dire, oui, nous avons tel dossier. Mais dans leur tête, ça sonne Laurent Mentoyon. Dans leur tête, ça sonne violation des libertés. Ils ont l'impression que celui qui est en face d'eux veut briser les libertés. Et donc, s'il y a cette crise de confiance-là qui fait que les gens ne veulent pas se parler, alors ça veut dire que les ministres qu'on envoie en ce moment négocier, les représentants du gouvernement, doivent être coachés autrement. Parce que la gestion des crises, c'est aussi une spécialité. Et ce n'est pas parce que... Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir peur de discuter en période de crise, mais c'est d'être suffisamment outillé. Ce n'est pas non plus nécessaire d'aller faire profil bas pour dire « nous sommes venus vous demander pardon, non accepter ». Non, ce n'est pas ça. Maintenant, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait, un travail de clarification sur les dispositions légales, aussi bien au niveau des acteurs sociaux que du gouvernement. Au niveau des centrales syndicales, on ne les voit... Non, excusez-moi, 30 secondes. Pour faire un reproche formel aux syndicalistes béninois, aux centrales syndicales, c'est vrai, ils font l'effort d'organiser quelques formations et tout. Mais ils ont besoin de former leurs syndiqués, de former même la conscience collective du peuple sur ce que prévoient les tests. Parce que lorsque j'entends la plupart des célèbres syndicalistes au Bénin ici, ils sont devenus célèbres par leur capacité à tourner le gouvernement, les membres du gouvernement en dérision, à les ridiculiser, à trouver les mots pour... Alors, lorsque vous prenez M. Todimou, par exemple, je l'aime bien. Moi, je suis ces débats, je l'aime bien parce que dans la forme, il trouve des mots, il invente des expressions, il a une forme de communication qui parfois vous fait marrer bien. D'accord. Mais est-ce que la question de manque d'égard dont on parle, est-ce que ce n'est pas réciproque? C'est une question qui mérite réponse, oui, et qui voudrait que de part et d'autre, on trouve d'autres approches pour qu'on se sente vraiment ensemble, avec un respect mutuel, comme le disait l'invité, autour du même table. Auquel cas, plus petit que l'autre, ce n'est pas évident que le message puisse passer. Mais côte podium, vous l'avez suivi tout à l'heure, Noël Chadaré, sur l'essentiel, il pense que le vis-à-vis n'est véritablement pas prêt à aller pour un dialogue franc et sincère. Aucun acquis, dit-il, depuis que les négociations ont commencé sur les différents sujets qu'il a eu à évoquer. Si vous écoutez M. Chadaré, il y a un problème. Le problème, c'est que M. Chadaré n'essaie pas de comprendre ses vis-à-vis. N'essaie pas de comprendre que ses vis-à-vis n'ont pas les outils. Et donc, dans la discussion, il fallait aider les vis-à-vis
à avoir les arguments pour pouvoir négocier aussi les outils. Les vis-à-vis n'ont pas des outils. Vous faites allusion là au ministre. Ministres, représentants du gouvernement et tout, ils n'ont pas les outils. Mais il a donné un exemple, Coach Pognon, Oui. vous l'avez suivi tout à l'heure, Oui. parlant de la loi sur l'embauche. Il a Oui, donné mais- le cas du chef de l'État qui lui a dit qu'il n'y a pas de problème, il y a une commission, vous allez verser. La loi est doléances une là-dessus. proposition. La Mais loi que est... par la suite, très rapidement, Oui. puisque ils ont versé les observations, les suggestions qui devaient être intégrées, le chef de l'État a seul pouvoir de promulguer. Mais à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que la promulgation est intervenue alors que les suggestions n'ont pas été prises en compte. Monsieur Etondi, vous ne m'écoutez pas. Très bien, Parce parfaitement. que ce Je que vous rappelle êtes en aussi train de cet dire, aspect-là. ce que vous êtes en train de dire, lis les députés qui ont porté la loi et le chef de l'État. Ils pouvaient ne pas Or, promulguer, non? je viens. Oui. Or, Les députés ont fait leur les syndicalistes ont en face d'eux non pas le chef de l'État. Ils ont en face d'eux des ministres. Mais ils ont Dans- rencontré après le chef de l'État. C'est ce Oui, qu'il a expliqué. ils ont rencontré le chef de l'État avant que la loi ne soit votée. Oui. Il a dit quelque chose tout à l'heure. La négociation qu'on porte directement au niveau du chef de l'État, on est en train de rabaisser la fonction présidentielle. Oui. Le chef de l'État doit rester plus haut, mais accorder un peu de marge de manœuvre à ses collaborateurs. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise, les syndicats demandent une augmentation de 14% sur le salaire. Le responsable, en face de qui ils sont, qui est la femme du PDG, rentre dans le bureau du PDG et dit au PDG, il demande 14%. Il va falloir que nous aussi on fasse quelque chose. Après discussion sur discussion, le PDG lui accorde 10%. Elle sort, elle rencontre les syndicats. Elle dit, j'ai tout utilisé. Je l'ai même séduit parce que c'est mon mari. J'ai tout fait. Je n'ai obtenu que 5%. Les syndicats disent quoi? 5% jamais. Ils ont discuté des heures. Les syndicalistes ont fini par dire, si ce n'est pas 7%, on ne prend pas. Elle accorde les 7% et elle va dire à son mari, il reste 3% que tu gardes pour moi pour la prochaine négociation. Le chef de l'État doit donner un peu de marge de manœuvre à ses ministres. Parce que s'ils vont en négociation avec le même discours du début, on dit en négociation, lorsque mon vis-à-vis sort des arguments, je dois sortir des arguments. Quand je n'ai plus d'arguments, je dois bouger un peu. Absolument. Alors si je n'ai pas d'arguments et que je ne bouge pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Et c'est ça le problème. Le chef d'État a besoin d'apaiser la tension dans le pays. Et pour le faire, il faut accorder un peu de liberté de manœuvre à ses collaborateurs. Si ce n'est pas fait, il y a problème. Mieux, M. Chadaré aussi, tel qu'il parle, il n'y a pas de négociation. M. Kitty le disait tout à l'heure. Il parle comme si, bon, nous sommes allés là-bas, ils ne nous ont rien accordé. Ça s'obtient. Il sait très bien que les libertés ont été conquises. C'est clair. On Il fait sait quoi, très bien qu'on ne va pas là-bas s'asseoir pour obtenir. Il faut aller aussi avec les arguments. Il faut aller aussi avec des techniques de négociation. Je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes en train de détruire les techniques de négociation de vous devez. Non. Technique de négociation, c'est que si vous me faites ça là, vous aussi vous allez gagner ça. Si vous me faites ça, vous aussi vous allez gagner ça. Si vous me faites ça, par exemple, vous voyez la négociation au niveau du ministère et du CNHU. C'est une fausse négociation que les syndicalistes ont même portée. Le chef de l'État ne reculera pas sur mise en affermage. Il ne reculera pas. Alors, dans la négociation, les syndicalistes doivent savoir les lignes sur lesquelles le gouvernement ne va pas bouger. Et maintenant dire, si vous ne bougez pas sur ça, en compensation, nous, on demande ça. Voilà comment on fait des négociations. Mais vous demandez au ministre de bouger sur ce que le chef d'État ne lâchera pas. Lorsque le chef d'État dit qu'il a mis en place une commission de relecture et du rapport de la commission, ne vous rêvez pas. Ne rêvez pas. Conclusion, mise en affermage. Voilà la logique du chef de l'État. Alors demandez tout sauf ça. Mais les syndicalistes demandent ça. Voilà, il y a blocage. Donc il faut que les deux parties apprennent à négocier. Il faut que les deux parties. Et il a dit quelque chose qui me donne une idée. Je vais saisir les centrales syndicales. Il faut que nous formons en termes de négociation. En termes de... Vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment outillés? Non, ils sont outillés dans le droit du travail régalien là. Aujourd'hui, les techniques de négociation ont changé. Comme il a dit, vous écoutez. Et puis, l'autre chose qui est grave, vous dites, un document a été élaboré entre le régime Yaïboni, nous et le patronat. Maintenant, le président Talon vient et on signe le document. Mais il n'a pas négocié ça.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne. Patrice Talon est différent de Yahi Boni. C'est deux personnes avec deux profils différents. L'autre est homme d'affaires, l'autre est philanthrope. C'est deux choses différentes. Maintenant, vous voulez prendre l'habit de Patrice Talon et de Yahi Boni et porter à Patrice Talon. Ça ne marchera pas. Il fallait reprendre les négociations. Il fallait reprendre les négociations. Il dit qu'il leur a été demandé de signer, et donc ils ont fait foi à la bonne foi du chef et de la nouvelle équipe. Non, Oui. ils ont signé. Moi, je pense qu'ils ont signé sans savoir que celui qui est en face avait besoin de la signature, de la communication autour de la signature pour dire, me voilà, moi, président, capable de faire signer au central syndical ce que l'autre n'a pas pu. Ça, donc c'était un coup de communication. Un coup de communication, et ils ont le été cœur. tout le temps victimes de coups de communication. Il faut que les syndicalistes cessent de pleurer et prennent leurs responsabilités en apprenant à Vous le voyez négocier. pleurnichard. Oui, en apprenant à négocier, en apprenant à dialoguer. Il faut connaître la personne de Patrice Talon. Il faut savoir ce qu'on peut négocier, ce qu'on ne peut pas négocier. Comment le prendre, comment discuter avec lui. Voilà. Mais il n'y a aucune formation sur ce plan. Et on va là-bas, on s'assoit, on dit selon l'article 10 du BIT, Patrice Talon n'a rien à voir avec... L'article, c'est à respecter. Patrice Talon n'a rien à voir avec BIT. Patrice Talon n'a rien à voir avec BIT. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne. Oui, il y a un mot que Côte Pognon vient de sortir. Ce n'est pas maladresse parce que c'est un homme qui a toujours la portée du cerveau quand il les sort. Et ça, on l'entend. Il dit Patrice Talon n'a rien à voir avec cette loi du BIT. Mais le pays entier est lié à ça. Non, je pense que si je prends la phrase, je prends les mots utilisés, je crois que c'est une manière de parler dans un débat. Sur les mots, je ne suis pas d'accord. Alors, Patrice Talon, attendez, pas l'engagement. à partir du moment où le Bénin veux s'est juste engagé... rapporter un peu le pan de phrase que Noël Chadari a utilisé là-dedans. Il dit c'est un engagement. À cet article 6, il est surpris de constater que l'engagement n'est pas en train d'être respecté, Noël Chadari. Oui, il a été surpris. D'abord, j'insiste sur le fait qu'une fois que le Bénin s'est engagé à respecter les tests qui régissent le BIT, que le BIT propose à chaque État pour que soit codifiée la manière dont les relations avec les travailleurs, les partenaires sociaux sont gérées généralement, eh bien, le Bénin, quel que soit le président, est appelé à ne pas ignorer ces tests-là. Mais les mêmes tests, et ça, M. Chadari le sait, donnent une brèche, une possibilité à chaque pays de contextualiser ça. Un accord international ne régit pas jusque dans sa moelle épinière une nation. Non. C'est-à-dire que le patron du BIT ne viendra pas, par exemple, dicter à monsieur le président de la République du Bénin tout ce qu'il fera par rapport à chaque société, chaque travailleur au Bénin ici. Mais si les libertés, les droits des travailleurs sont violés jusqu'à un degré donné, pour que les travailleurs ici, avec leur organisation syndicale, ne soient pas submergés, quand ça les dépasse, pour qu'ils aient quand même à l'international un appui. Écoutez, vous avez des associations, vous avez Reporters sans frontières qui, quoique à statut d'association, est reconnu, sa voix quand on parle. Mais est-ce que ça veut dire que la parole de Reporters sans frontières régit tout ce que la HAC peut faire par rapport à un média au Bénin ici? Non. Mais Reporters sans frontières vient rappeler que à l'international, il y a des dispositions, des conventions qui garantissent une certaine sécurité aux médias. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe au niveau des travailleurs, moi, je voudrais faire observer quelque chose. Tout ce que M. Chadari a rapporté comme rencontre avec le chef de l'État, comme promesse du chef de l'État, je vous ai dit dès l'entame de cette émission que ce qui me préoccupe, la situation me préoccupe simplement parce que c'est dans le cadre formel convenu d'accord parti pour discuter de ça qu'il a été impossible cette fois-ci de parler. La rencontre de centrale syndicale avec le chef de l'État au palais, ça rentre dans quel cadre formel qu'il a institué? Si vous allez rencontrer votre président parce que vous êtes citoyen, parce que vous êtes travailleur, vous êtes syndicaliste, et qu'il vous dit en rigolant ou en vous disant, oui, bon, ok, d'accord, vous êtes fâché, on se reverra. Non, dans une discussion sérieuse, on ne se dit pas on se reverra. Et vous allez observer dans les comportements, là je rentre dans la culture du Béninois, vous allez observer très souvent dans la manière de prendre les rendez-vous chez nous par ici. Vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, vous parlez avec lui, vous dites, ah, il faut qu'on se voit.
c'est préoccupant. Tout au plus, vous dites, il faut qu'on parle de telle affaire. Et vous finissez la discussion, vous deux, vous dites, on se rappelle. Pourquoi vous vous êtes appelé? Pourquoi vous avez utilisé des crédits? Vous n'avez pas été capable de vous poser la question de savoir, est-ce que celui-là, là, il est la personne indiquée pour discuter de ça avec moi? Est-ce qu'il sait ça? Et quand vous l'appelez, vous finissez par un rendez-vous et vous finissez par un ordre du jour bien précis. Et donc, il se prépare pour venir, vous vous préparez aussi. Vous finissez de parler, vous dites, on se rappelle. C'est un truc du genre que les deux se sont dit, le chef de l'État dit, on se reverra pour rediscuter et tout. Donc, M. Shadary ne peut pas prendre ça comme un engagement formel de quelqu'un pour que ça vienne tenir le chef de l'État après. C'est quand même la parole du chef. Non, attendez. C'est parole du chef. On a déjà vu, les mêmes syndicalistes ont pratiqué Boniaï par ici. D'accord? Nous savons ce que ça vaut la parole du chef. Mais vous observez très bien le président Patrice Talon. Même s'il dit des choses, même si ses ministres promettent des choses, il recherche toujours après le cadre légal pour que lui, il se protège avec ça. Vous pouvez avoir un avis contraire sur la vision qu'il a. Est-ce que vous savez que le chef de l'État, ce qu'il a dit aux travailleurs du port, par exemple, il dit, je vous en prie, la nomination de qui va rester à la tête du port ou de l'architecture de l'équipe dirigeante du port, c'est moi qui le fais. C'est ce que la loi me dit. Vous, ce que vous êtes autorisé à me dire, c'est que cette manière de fonctionner là crée un résultat négatif, crée un résultat qui viole nos libertés, nos droits. Et donc, Monsieur le Président, ce n'est pas vos prérogatives, ce ne sont pas vos prérogatives de désigner ou de mettre en place un organigramme que nous contestons, mais nous contestons l'effet que ça a, et cet effet collatéral viole nos dispositions. Ce que les syndicalistes disent souvent, regardez, on a dit secteur de la santé, le chef de l'État est autorisé, oui ou non, à mettre sur pied une commission d'enquête et une commission pour lui faire des propositions. Oui. Lorsque le rapport de la commission vient, qui est autorisé à faire de ce rapport ce qu'il veut, le chef de l'État? Aucune loi ne dit qu'il est obligé même de respecter à 100% le contenu de ce rapport. C'est une commission qui lui dit, Monsieur le Président, nous en tant que spécialistes, voilà ce que nous avons dit. Ce n'est pas comme... Mais tout ceci est dédié à un corps. Et ce corps très bien. Maintenant, ce corps a été consulté à un niveau donné. Le verre est dans le fruit parfois. Vous voyez, il y a de grands professeurs, d'accord, en médecine, dans les spécialités, de grands médecins qui sont dans ces conditions-là. Mais la sage-femme, l'infirmier qui est en bas là. En clair, le débat reste un débat lancé et chaque parti doit revoir plutôt sa copie. Non, je finis sur ça en disant quelque chose. Vous voyez, une fois que c'est le cadre formel, c'est là où se repose encore la question des capacités que les gens ont à actualiser, à peaufiner, raffiner leur méthode de négociation. Une fois que c'est le cadre formel institué pour discuter, vous ne pratiquez pas la politique de la chaise vide. Ça n'a aucun sens. Je vais, d'accord, vous m'appelez. Vous savez que c'est sur ce plateau que nous devons discuter pour que moi, je puisse faire plier M. Pognon sur des positions qu'il prend et sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Pour que la société ou la télévision où nous sommes puisse se repositionner autrement. Alors, une fois qu'ici, je sais que les dispositions sont prises pour que je puisse... Non, mais c'est là le problème. Je viens avec mes arguments. Oui. Monsieur Guidi, c'est là le problème. Vous dites une fois que les dispositions sont prises. Oui. Mais ils sont en train de dire les dispositions ne sont pas prises. Donc, c'est normal qu'ils fassent politique. Non, les dispositions ne sont pas prises. Il faut que leur temps aussi serve à quelque chose. Oui. Venir s'asseoir, alors qu'on sait que ce qu'on va décider ne sera pas appliqué. Je voudrais vous dire ceci. Tant qu'on va raisonner en termes de les lois du PIT s'imposent à la nation, on n'avance pas. Je vous dis comment fonctionne. Oui, mais la nation ne va pas ignorer ça non plus. Je vous dis totalement. Comment parce fonctionne. Parce que la phrase, le président Patrice Talon n'a rien à voir avec le BIT. Monsieur qui dit, si vous fonctionnez comme ça, ce pays ne va pas faire un pas de plus en 5 ans. Il faut étudier comment fonctionnent les hommes d'affaires. Le président dit, si je viole cette disposition-là, ça coûte quoi au Bénin? Pas grand-chose. On viole, on continue. Voilà comment fonctionne un homme d'affaires. Ne lui dites pas de devenir fonctionnaire. Il est un homme d'affaires. Mais est-ce qu'il est capable d'envoyer un porte-parole du gouvernement, par exemple, dire ce que vous dites là, pour dire, moi,
Patrice Talon, président de la C'est République. pas lui J'ai de violé une disposition ce n'est pas parce lui que je de veux avoir dire. un résultat. Non, ça c'est pas se fait. lui, c'est pas à lui de dire. C'est C'est aux autres de au comprendre. vis-à-vis d'étudier la personnalité de celui que vous avez en face et comment je négocie avec lui. Non, je Parce suis que d'accord. c'est un homme d'affaires. Il raisonne en termes de rentabilité et non en termes de respect des Coach Poyon, Léon Kitty, expressément, les parties concernées, les partenaires sociaux, je veux dire, demandent expressément la convocation dans les plus brefs délais des états généraux du dialogue social et la tenue d'un atelier d'appropriation du contenu de la Charte nationale du dialogue social. Pour eux, il semblerait que les deux parties ne se sont pas vraiment appropriées le contenu de cette charte. Alors, sur le premier volet, quelle est la lecture que vous en faites en urgence, la tenue d'une convention pour pouvoir en arriver à un dialogue inclusif? Je vais vous donner une image. Tous les peuples qui sont retrouvés en difficulté, que ce soit au plan social, au plan politique, ont souvent commencé depuis un certain nombre de décennies à adopter la formule de vérité-réconciliation. Et pourquoi le mot vérité vient avant? Tant que vous êtes... il y a un blocage et vous ne décryptez pas. Chaque partie ne décrypte pas où se trouve le problème. Mais vous déplacez le cadre de discussion simplement. J'ai l'impression que vous n'allez pas trouver le résultat. Parce que ce sont les mêmes hommes, avec les mêmes idées préconçues, avec les mêmes limites, qui vont se retrouver face à face. Alors, lorsque je rentre dans les spécificités de formes de discussion qui sont proposées maintenant, est-ce que les partenaires sociaux disent le cadre national du dialogue social là, est dissous? Est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu discuter à ce niveau. Pourquoi alors qu'on parle de manque d'égard et qu'on ne s'est pas assuré que l'autre a fait ses remises en cause et a compris que nous devons nous parler d'égal à égal, où on doit se respecter? On vient maintenant pour dire qu'on doit aller aux assises nationales, aux états généraux du peuple. Qu'est-ce que ça, concrètement, comment ça va se faire? Est-ce que c'est une conférence nationale bis? Est-ce qu'on va rassembler tout le peuple béninois à l'étoile rouge? On va dire, chacun n'a qu'à dire, vous avez en face, et c'est là peut-être que M. Pognon et moi, on va s'entendre, vous avez en face un président de la République qui fait un mandat chrono en main. Donc les États généraux, vous les voyez comme un appel... Mais on dit les États généraux du peuple. Moi, non, les États généraux du dialogue social. Oui, les États généraux du dialogue. Le dialogue social a quel problème aujourd'hui? Avant d'aller aux États généraux du dialogue social, là, il faut que des techniciens nous disent quel est le problème aujourd'hui. J'ai l'impression que de part et d'autre, personne ne veut avouer ses limites. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte que de dire l'appel à une convocation des États généraux pour le dialogue social. Comment peut-être la relecture de la charte pour qu'on comprenne, d'accord, mais vraiment, ça dit, en réalité, le Bénin a un seul problème. Lequel? On ne s'adapte pas au type de chef d'État que nous avons. C'est tout. Mais nous avons choisi à 65% de mettre un homme d'affaires au pouvoir. Dites-moi quelle est la relation de Patrice Talon avec le BIT depuis qu'il est né? Quelle est la relation de Patrice Talon avec... il a toujours... Un chef d'entreprise a toujours des relations hostiles avec les syndicalistes dans son entreprise. Et il est venu au pouvoir. Mais le chef d'entreprise doit faire des concessions lorsqu'il devient président de la République. Mais il ne doit pas perdre son âme de chef d'entreprise. Non, je souhaite que vous mettiez cette petite nuance-là. Patrice Talon, opérateur économique, ne peut pas rester à 100%. Patrice Talon, chef d'entreprise, il est président. Et il n'est même pas comme ça maintenant. Je pense qu'il a fait des concessions. Monsieur Kitty, oui. Il fera des concessions. Très bien. Quand il se retrouve exactement comme dans une entreprise, quand il se retrouvera dans une situation où il est obligé de faire des concessions. Et le but de ces genres d'émissions... Ça veut dire qu'il faut avoir le talent de l'amener à faire des concessions. Raison pour laquelle il faut ces genres d'émissions. Pour expliquer au chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, il ne fonctionne pas à proche. Il faut lui dire ce qu'il gagne à bouger ce pion-là d'ici à là. Si vous n'intégrez pas ça, vous allez faire poursuivre, on va tourner en rond. Le chef de l'État, dans sa logique de chef d'entreprise, il n'a pas l'habitude de déléguer des pouvoirs. Maintenant, il se retrouve chef de la République. Et il a fonctionné pendant 2 ans à peu près, en pensant qu'il peut fonctionner comme ça. Maintenant, il faut expliquer au président, voilà les limites. Le pays a une crise sociale terrible. Ça ne va nulle part en termes de relations, en termes de dialogue, en termes de discussion.
Vous prenez le monde culturel. Le monde culturel est en ébullition. On les a privés de ressources pendant près de 2 ans. Il y a problème. Il faut écouter les autres. Parce que les autres peuvent amener des idées qui permettent au chef de l'État de rentabiliser plus. Il faut écouter. Maintenant, lui-même ne peut pas écouter directement tout le monde. Il faut donc que les ministres aient les libertés de manœuvre nécessaires pour pouvoir écouter, analyser et faire des propositions. Et aussi, il faut expliquer au chef de l'État, comme M. Kitty l'a dit, qu'il a besoin des experts pour lui décrypter, pour lui permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc, bref, pour la crise qui couvre actuellement, quelles sont les portes de sortie possibles? Les portes de sortie, d'abord, il faut que les syndicalistes même s'outillent, se forment, sachent comment discuter avec ce type de président. Ensuite, il faut que le chef de l'État décentralise un peu ses pouvoirs pour permettre aux gens de discuter. Troisième chose, il faut retourner au Conseil national du dialogue social. Merci, coach Pognon. Oui, qu'avez-vous à dire en termes d'approche comme porte de sortie? Je prends la dernière proposition de M. Pognon-Poudy. Ne déplacez pas le stade pour penser que la physionomie du match va changer. Non, c'est les mêmes équipes. Et les joueurs ont eu des licences, on ne va pas rajouter d'autres joueurs. Il faut simplement, si le visage du match doit changer, retourner sur le même stade. Ensuite, donc le cadre national de dialogue social, il faut y retourner. Et je voudrais, moi, m'adresser aux syndicalistes pour dire, c'est en discutant que vous avez la possibilité d'exprimer même votre insatisfaction. C'est en discutant avec les... Imaginez que ces syndicalistes-là soient restés dans la salle. D'accord? Ils savent qu'en face, nous avons des gens qui ne veulent pas nous considérer. Mais le cadre, ils ne peuvent pas ne pas considérer le cadre. Ils disent, voici, il faut un bon test pour dire, voici, monsieur, nous commençons par ne pas avoir confiance en vous alors que la confiance est nécessaire. Voici que vous nous avez dit telle chose et après vous avez violé. Voici que vous nous avez dit telle chose, après vous avez violé. Sans nous dire comment vous vous êtes retrouvés dans la donc, triste obligation. à la case du départ. Très bien. Et ils discutent là. Mieux, il faut que, dans le renforcement de capacité des deux parties, ceux qui se retrouvent du côté du gouvernement, le gouvernement, le président Patrice Talon a eu le talent de rechercher dans son environnement immédiat des gens qui ont un parcours. L'expertise, ce n'est pas que des diplômes, c'est l'expertise. Vous avez M. Atibé de l'autre côté, dans une structure qui est justement chargée de penser le dialogue social. Il faut que cela travaille. Merci Léon Kitty, merci à vous, coach Pognon. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, beaucoup à dire autour de ce sujet, mais pour l'essentiel, que les deux parties acceptent une fois encore de se parler sans animosité, en voyant de part et d'autre ce qui peut être considéré comme faille et regarder enfin le peuple, l'intérêt commun en face pour une sortie heureuse. 100% bénin, mesdames, messieurs, ce sera tout pour l'émission du jour. Je vais vous accompagner, messieurs, cette citation d'Aruna Chala Ramaya pour y mettre définitivement un terme. La vie, dit-elle, est comme un arc-en-ciel. Il lui faut à la fois de la pluie et du soleil pour que ces couleurs apparaissent. Un peu de tout pour faire un monde. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. D'abord,